Et Nicolas Sarkozy, en 2006, a porté un premier coup de canif sur la loi qui existait. Jusqu'à maintenant, on ne pouvait pas donner jusqu'en 2006, c'était le rapport Machelon à l'époque, pour ceux qui se souviennent, on ne pouvait pas donner de terrains municipaux, c'est-à-dire en fait c'est une mise à disposition. Là, les maires font ce qu'on appelle un bail amphithéotique qui permet de donner à une association cultuelle des terrains, c'est-à-dire les louer, mais les mairies fixent le prix du loyer comme ils veulent, et souvent c'est 1 euro symbolique. Récemment, il y a eu un rapport du Sénat, c'est-à-dire un groupe de travail du Sénat qui est dirigé par le maire UDI d'Évreux, le sénateur Moret, il s'appelle. Et ce qui est assez bien, c'est que lui, il dit clairement, il a fait une synthèse sur toutes les possibilités qu'ont les maires pour aider aux édifices cultuels. En fait, il s'agit évidemment des mosquées. Comment les maires peuvent-ils faciliter l'implantation de mosquées, ce qu'ils ne se privent pas de faire? Déjà, il y a la garantie des emprunts bancaires. Alors ça, c'est très pratique pour les musulmans. Ils peuvent emprunter, et au final, s'ils n'arrivent pas à rembourser l'emprunt, eh bien, ça sera à la mairie de payer. Donc ça, c'est déjà en place, quoi. Ensuite, il a réaffirmé les fameux baux amphithéotiques qui permettent de mettre à disposition des terrains. Et il y a des choses assez hypocrites, parce que souvent, quand il y a un projet de mosquée, il y a une partie culturelle, il y a une association culturelle qui est créée en même temps, loi 1901, qui, elle, peut recevoir des subventions. Et d'ailleurs, dans son rapport du Sénat, Hervé Moret, il le dit clairement. Et ça va même plus loin. Donc, dans ce rapport, il parle de mise à disposition de locaux communaux pour l'exercice du culte ou des activités à caractère cultuel. Et à la fin, il met « mais il faut que ça soit provisoire ». C'est une hypocrisie sans nom. Et c'est comme ça qu'on arrive au fait du Ramadan à avoir des gymnases municipaux qui sont affectés pour dépanner les musulmans et qui célèbrent les fêtes de l'Aïd ou les diverses fêtes qu'ils ont. Et alors là, je vais citer toute la phrase, parce que ce même rapport du Sénat qui est tout frais, pour vous montrer à quel point il y a une hypocrisie qui règne. Les collectivités, donc c'est aussi les conseils généraux, les conseils régionaux, les collectivités ont la possibilité de subventionner, sur le fondement d'un intérêt public local, des édifices, organismes, activités ou équipements distincts de l'exercice du culte, mais en lien avec les religions. Alors appréciez un peu le flou, où est la frontière. On nage en pleine hypocrisie. D'ailleurs, les politiques le disent de plus en plus. Les langues se sont un peu déliées avec les attentats de janvier. Il y a même Radzi Hamadi et Malek Bouti. Malek Bouti, l'ancien président d'SOS Racisme, qui est un des esprits les plus libres au Parti Socialiste, qui a clairement dit qu'il y a des élus locaux qui ont pactisé avec les associations islamistes pour avoir la paix. Et même Radzi Hamadi, donc, qui est lui sénateur socialiste, a dit clairement qu'il y avait des marchés, oui, on vous facilite la mosquée et vous voterez pour nous, quoi. Donc maintenant, c'est vraiment sur la place publique. Bon, quand j'ai écrit le livre, la première version 2010, personne n'en parlait beaucoup. Et maintenant, avec le recul, on commence à avoir une bonne photographie générale de ce qui se passe en France. Et notamment, il y a un sociologue qui a épluché tous les projets de mosquées depuis 5 ans pour voir lesquels étaient sur des terrains municipaux. Et c'est assez impressionnant. Alors là, justement, je regarde l'article. C'est paru dans le Figaro il y a à peine 1 mois. Et cette personne, d'ailleurs, a cité pas mal d'informations de mon livre, mais sans me citer moi. Donc, mais ça, j'ai l'habitude. C'est pas très grave. Le but du jeu, c'est que le but est de faire passer l'information. Alors, c'était une tribune de Jean-Christophe Moreau, un élève de l'école
des hautes études en sciences sociales, le HESS, qui est une institution très sérieuse. Il a écrit une tribune intitulée « Mosquée, : comment les élus contournent la loi de 1905 ». Et il a étudié sur 190 mosquées en chantier ou inaugurées depuis 2011. Il a constaté que 114 projets sur 190 ont été rendus possibles grâce à la cession d'un terrain municipal. Voilà. Donc il est évident que les musulmans ils n'ont pas forcément les moyens d'acheter des terrains. C'est comme quand on achète une maison, si on n'a pas le terrain déjà à acheter, alors même s'il y a un loyer, mais les loyers sont parfois vraiment dérisoires. Je parle du projet c'est plus un projet parce que la mosquée existe à Cergy. C'est un ami de Manuel Valls, Dominique Lefebvre, qui est le maire de Cergy, un gros bastion socialiste dans le Val d'Oise. Il y a une mosquée monumentale avec un minaret qui fait plus de 20 mètres. Et cette mosquée, elle est sur un terrain assez énorme qui fait 2000 mètres carrés. Et le loyer annuel, c'est vraiment le loyer pour toute l'année, c'est 800 € que l'association doit reverser à la mairie. Et en plus, le premier imam qu'ils ont choisi, il avait sur sa page Facebook en bandeau derrière lui Mohamed Morsi, l'ancien président frère musulman déchu d'Égypte. Et il est à fond frère musulman, il est en photo avec, donc ça pourrait être tout à fait précis, ça s'appelle Tarmadi. Et il était en photo avec le fameux cheikh Youssef Al-Qaradawi, le cheikh des frères musulmans. Voilà, donc, et mosquée inaugurée par Manuel Valls. Voilà, donc là on a fait le tour. Il y a un double discours de Manuel Valls qui, il y a à peine 2 mois, a pointé le discours des frères musulmans en disant à la radio « Je veux combattre le discours des salafistes et des frères musulmans en France ». Sauf que le Parti socialiste aide localement les frères musulmans qui sont incarnés par l'UOIF en France. D'ailleurs, il ne s'en cache pas du tout. J'ai une annexe sur l'UOIF où, parce que souvent, ils sont défendus d'être membres des frères musulmans, ils essayaient d'esquiver en disant « Mais non, oui, certes, on est un peu inspiré par les frères, mais on est complètement autonome vis-à-vis d'eux. » C'est complètement faux. Il y a une défection l'ancien président des jeunes de l'UOIF qui s'appelle Farid Abdelkrim. Il vient de sortir un livre et il dit clairement que quand il est rentré à l'UOIF dans les années 90, il a dû prêter le serment d'allégeance, la baya, à la confrérie. C'est l'allégeance pour les frères musulmans et il dit clairement, donc lui il a une grosse campagne médiatique, je ne sais pas si vous l'avez vu, Farid Abdelkrim, c'était un conférencier de l'UOIF et repenti. Bon, après, son degré de sincérité, je ne peux pas sonder les cœurs. Mais en tout cas, il dit clairement que oui, évidemment, ce sont les frères musulmans. Et des hauts dirigeants des frères sont d'ailleurs tous passés au congrès de l'UOIF, là, qui s'est passé encore à Pâques, parce qu'ils choisissent Pâques à chaque fois pour faire leur congrès, afin de peut-être voler la vedette aux chrétiens, je ne sais pas, pour qu'il y ait une autre actualité religieuse. C'est vrai, et la date de Pâques n'a pas été choisie au hasard, croyez-le. Et à ce congrès sont passés les chefs des frères musulmans algériens, donc Marfoun Nana, mais il est mort maintenant. Il y a eu le chef des frères musulmans koweïtiens, qui s'appelle Tarek Souedan. Il est passé il y a quelques années. Oui, il y a un homonyme dans la salle, mais c'est pas le même orthographe. Et du coup, lui, il était venu au congrès du Bourget, c'est leur fameux congrès où ils réunissent 100 000 personnes, et il avait cité un propos de Mahomet, un hadith, disant qu'après la conquête de Constantinople, adviendra la conquête de Rome, questionné par un fidèle, voilà. Et tout le monde avait applaudi dans la salle, etc. Voilà le type de personne. Koubrou, il a dit aussi. Et Tarek Koubrou avait dit oui, mais ça sera une présence témoin. Alors il joue sur les mots. Ça sera pacifique, mais voilà, c'est dans l'objectif. Hein. On y reviendra tout à l'heure. Alors voilà, ils sont clairement frères musulmans. Le chef des frères musulmans libanais, Faisal Mallaoui, qui est mort il y a 2 ans, allait au congrès de l'UOIF également. Voilà, donc il y a une imbrication totale des frères et de l'UOIF, et les socialistes les aident localement.
Alors là, sur la technique de financer l'association culturelle, et qui est toujours accolée aux mosquées, hein, c'est au même endroit, il y a eu Jean-Marc Ayrault en 2009, quand il était encore maire. D'ailleurs, ça l'a gêné que j'en parle. C'était la presse locale, hein. Moi, mes sources, j'invente rien. C'est la presse locale, ce sont des sources ouvertes. Eh bien, 200 000 € avaient été donnés par la mairie de Nantes en 2009 pour cette association culturelle. Et en fait, il s'est avéré que maintenant, c'est l'Institut islamique de formation de charia pour la mosquée de Nantes. Voilà. Et donc c'était le journal local, j'en parle parce que c'était Presse Océan, un journal de l'Ouest qui est assez connu à Nantes, et ils ont retiré l'article parce qu'il y avait un lien de l'Observatoire de l'islamisation sur cet article. Bon, évidemment, j'avais fait les sauvegardes, les copies d'écran et tout ça, et donc c'est là où on voit la duplicité des socialistes. Et à l'UMP, c'est pareil. Donc il y a Alain Juppé, j'ai un énorme chapitre sur lui parce qu'il est frénétique, lui, il veut absolument sa grande mosquée à Bordeaux. Et il avait carrément fait acheter préalablement un terrain au réseau ferré de France pour ensuite le rétrocéder aux musulmans. Et c'est un terrain qui fait presque 1 hectare. Entre-temps, ça c'est au bénéfice de l'UOIF. C'est Tarek Oubrou. Alors on va dire oui, mais Tarek Oubrou, c'est l'aile libérale de l'UOIF. Il est sur une ligne très ouverte, très modérée, mais il n'en demeure pas moins que Tarek Oubrou va toujours au congrès de l'UOIF sur les mêmes estrades que ceux qui appellent à tuer les apostats, tuer les juifs, etc. Il y a des vidéos de lui où il est au congrès de l'UOIF à côté de Kardawi, pour qui la Shoah est un châtiment divin. Voilà, donc bon, si Tarek Oubrou était vraiment devenu modéré, il ne serait plus à l'UOIF. Et dans ses derniers livres, un de ses derniers livres qui a été écrit, c'est des entretiens avec un journaliste de Pèlerin Magazine, vous savez, ce mensuel catholique très bisounours, on va dire. Eh bien, en fait, c'est un entretien avec aussi le directeur des services de relations avec l'islam, qui s'appelle le père... comment il s'appelle déjà Roukou, le père Roukou. Et dans ce livre qui est paru en 2013, ça s'appelle Le prêtre et l'imam. Et Tarek Oubrou dit clairement « Je suis encore membre des frères musulmans ». Et il dit ça, on est en 2013, les frères musulmans mènent une répression féroce contre leur propre peuple, parce que à l'été 2013, il y a eu la deuxième révolution égyptienne du peuple égyptien qui va manifester contre le siège des frères musulmans, et Mohamed Morsi veut que la police et que l'armée tirent à vue sur les manifestants. Donc heureusement que l'armée du général Sissi n'a pas obtempéré, sinon ça aurait été une véritable boucherie, parce qu'il y avait quand même énormément de monde, des centaines de milliers de personnes, plus d'1 million, ça c'est sûr, d'Égyptiens qui se sont rendus compte que les frères musulmans, déjà, leur bilan économique était catastrophique. Au niveau des libertés publiques, c'était un peu... ils prenaient la pente que prend la Turquie actuellement. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, il y avait ce projet de constitution, de nouvelle constitution qui était validée même par les salafistes, parce que les salafistes avaient obtenu 25% des voix lors des élections 2011, et du coup, il fallait l'appui des salafistes pour créer une constitution islamique où toutes les lois auraient dû être passées, revues par des juges islamiques. Et en plus, ils nettoyaient la magistrature et le sort de conseil constitutionnel, leur équivalent, ils étaient en train de l'islamiser complètement. Donc, malgré cette révolution égyptienne, eh bien, Tarek Oubrou se dit encore frère musulman. Alors qu'il faut voir comment ça s'est fini, tout ça. Les frères musulmans ont pris position sur une place à Rabat avec des snipers du Hamas. Ils étaient armés, c'est clair. Il y a même des vidéos qui l'attestent. Et ils tiraient à vue sur tout le monde. Ils prenaient en otage un quartier entier.
Ils prenaient même en otage des gens. Il y a une mosquée, la mosquée du quartier de Rabat, c'était devenu un dépôt d'armes, etc. C'est pas des rigolos. Et évidemment, Tarek Oubrou est courant de tout ça, mais comme dans les médias, ça passe comme une lettre à la poste. Bon, les frères musulmans ont quand même du plomb dans l'aile médiatiquement, parce que les médias ont fait un petit peu leur travail. Ils ont montré qui était Enarda en Tunisie. Avant, le français moyen n'avait jamais entendu parler des frères musulmans. Après les événements 2011-2013, les gens, les médias ont dû quand même expliquer que c'était un mouvement totalitaire. Quand les frères musulmans sont fait déchoir du pouvoir, il y a eu 80 églises attaquées, des monastères et des écoles religieuses en Égypte. Alors, toutes n'ont pas été attaquées par des frères musulmans, mais beaucoup, c'est clair, il y a beaucoup de témoignages. Et dans le Sinaï, pareil, il y a eu... et maintenant, c'est pas fini, parce que déjà, il faut savoir, et je tiens à le préciser, que les frères musulmans n'ont pas été élus à la régulière en 2011, parce qu'ils veulent se victimiser en disant « bah oui, on a joué le jeu de la démocratie, on est arrivé par les urnes au pouvoir ». Or, il a fuité des notes de service d'un de leurs grands dirigeants, la Karat el-Shaiter, qui a ordonné à bloquer les urnes, à bourrer les urnes, à intimider les gens. Donc il y a des gens, ils avaient peur, ils ne sont pas sortis le jour du vote de chez eux pour voter. Donc, et puis au final, ils avaient été élus vraiment ric et rac, mais la transparence du scrutin n'était pas là déjà, c'est clair. Et puis vu le nombre de millions de personnes qu'il y avait dans les rues en 2013 contre les frères musulmans, ils ne peuvent pas se prévaloir d'un appui populaire. Donc, dans leur logique jusqu'au boutiste, ils ont activé leur réseau armé, et là on en parle beaucoup moins qu'avant, mais toutes les semaines il y a des attentats en Égypte, et rien que les 2 premiers mois de 2015 il y a eu 500 attentats contre la police, etc. Donc le climat en ce moment en Égypte est très lourd, voilà. Et il y a toujours une solidarité totale de l'UOIF avec les frères musulmans. On l'a encore vu au congrès du Bourget, moi j'y étais l'année dernière. Et il y avait le logo des frères musulmans, mais partout. Voilà. Donc Alain Juppé, lui, était carrément allé en Égypte rencontrer à la direction des frères musulmans en 2011, lorsqu'ils allaient accéder au pouvoir, pour revenir en France et expliquer à l'AFP qu'en fait c'était des démocrates, que lui s'était entretenu avec la branche libérale et jeune, et qui avait rompu un peu avec les anciens. Voilà, il avait essayé de le tourner comme ça pour dire qu'il faut faire confiance aux frères musulmans, etc., sur la ligne pro-américaine. Parce que les Américains ont poussé à fond les frères musulmans en Tunisie et en Égypte, à tel point que dès que le maréchal Sissi est arrivé au pouvoir, l'ambassadrice, j'ai oublié son nom, américaine, est partie d'Égypte, l'ambassade a fermé parce que ils avaient peur d'un retour de bâton. Parce qu'ils ont tellement aidé, les Américains ont tellement aidé les frères musulmans à prendre le pouvoir en Égypte que maintenant l'Égypte se tourne plutôt vers la Russie. Pour ses prochains contrats d'armement, ça va être avec la Russie et peut-être avec la France. Et l'Arabie Saoudite a financé beaucoup aussi le pouvoir égyptien. Mais bon, tout ça pour en revenir localement, on est obligé de parler de ce qui se passe là-bas, parce qu'à Bordeaux, voilà, ce projet de grande mosquée, il va avoir lieu. Alain Juppé sait qu'il est très surveillé au niveau de l'opposition sur les facilités qu'il va donner à cette mosquée. Donc on ne connaît pas encore le montant du loyer du terrain, mais déjà il a affirmé qu'il voulait que ce projet se fasse. Il accompagne complètement ce projet, quoi. Après, des exemples, il y en a vraiment à foison. À l'UMP, il y a aussi à Nîmes, alors là c'est très fort, le maire de Nîmes, qui a été réélu d'ailleurs malheureusement, lui il a carrément cédé c'était un ancien temple protestant qui était désaffecté, qui n'était plus en activité, et il l'a cédé récemment aux musulmans pour une mosquée.
Et donc j'ai un chapitre là-dessus et j'ai découvert que c'était aussi des musulmans pro frères musulmans, quoi. Pour avoir une idée un peu de ce qui pèse les frères musulmans sur les 2400 mosquées qu'il y a en France. Donc, quand on dit mosquées, c'est aussi bien des salles de prière, des petits lieux de prière que des grandes mosquées. Ils en contrôlent environ 350, quoi. Donc c'est pas anodin. Mais il n'y a pas de frontière étanche entre les frères musulmans et les autres associations musulmanes. C'est pour ça qu'on a vu Dalil Boubaker il y a 3 jours au congrès de l'UOIF. Donc lui, pourtant on nous le présente comme le parangon du musulman modéré. Et il était à côté d'Amar Lasfar, le président de l'UOIF actuel, qui il y a encore quelques années disait qu'il voulait avoir des territoires spécifiques pour que la communauté musulmane applique ses propres lois. Voilà ce qu'il disait avant, mais maintenant, depuis qu'il est médiatisé, comme Tarek Oubrou, ils ont changé de discours. Et c'est là où Dalil Boubaker a demandé un doublement du nombre de mosquées en France. Et d'ailleurs, Dalil Boubaker, il vient tous les ans au congrès de l'UOIF. Et à chaque fois, c'est pour dire qu'il a une vieille amitié de plus de 10 ans avec l'UOIF. Et il y a une phrase qu'il faut retenir. Il avait dit « Oui, certes, nos méthodes peuvent diverger, mais nos objectifs sont convergents avec l'UOIF. » Voilà. Donc, Dalil Boubaker, qui s'occupe de la Grande Mosquée de Paris, qui n'est pas qu'une seule mosquée à Paris. En fait, c'est une fédération de mosquées. Ils ont 700 mosquées dans tout l'Hexagone. Et les imams des mosquées de cette fédération, de la mosquée de Paris, sont en fait des fonctionnaires algériens. Ils sont rémunérés par l'Algérie. Il faut savoir qu'en Algérie, il y a encore 2 semaines, il y a eu un chrétien qui s'est fait arrêter par la police parce qu'il avait des bibles. En fait, ils ont une loi qu'ils ont adoptée en 2006 qui interdit à un chrétien de faire de l'évangélisation, c'est-à-dire alors il tourne ça en disant qu'il ne faut pas ébranler la foi du musulman. Mais concrètement, des missionnaires n'ont pas le droit de travailler en Algérie. Vous voyez un peu le rapport 2 poids 2 mesures entre les imams en France qui viennent prêcher, et même il y a même des renforts à chaque ramadan. Il y a des accords qui sont passés avec la France. L'Algérie ou le Maroc envoient encore plus d'imams pour encadrer la communauté. Et en Algérie, si vous mangez pendant le ramadan, vous êtes puni. Il y a une nouvelle loi qui a déjà eu des sanctions. Et des chrétiens qui se font arrêter, il y en a pas mal. Comme au Maroc d'ailleurs. Au Maroc, il y a un mouvement évangéliste qui prend de plus en plus en Kabylie. Eh bien, comme certains lieux de culte n'ont pas eu l'agrément de l'État, c'est le prétexte qu'ils donnent, c'était comme en Égypte avant, ils ne donnent jamais les autorisations pourtant, eux, pour le coup, les locaux, ils les payent avec leurs propres deniers, ça leur appartient, mais parfois il y a des descentes de police pour fermer les lieux de prière au Maroc. Et également, le Conseil supérieur des oulémas du Maroc, qui dépend directement du roi, a encore réaffirmé la peine de mort pour les apostats, les musulmans qui abjurent leur foi pour se convertir au catholicisme. Et il y a eu un juge qui a condamné à la prison ferme un ex-musulman marocain qui s'est converti au christianisme. Donc imaginez un peu si en France il y avait le 10e de ce que eux appliquent pour les chrétiens chez eux. Voilà, donc là-bas c'est une discrimination officielle, et pourtant ce sont les pays les plus modérés de l'islam, le Maroc et l'Algérie, voilà. Donc on a beau nous dire oui, mais il faut des grandes mosquées sérieuses, pilotées par des Dalil Boubaker, etc. Si au final, dans la bibliothèque de la mosquée, il y a les livres des frères musulmans, moi j'ai téléchargé le programme de formation de l'Institut de formation d'imams de la Grande Mosquée de Paris. Il y a du Youssef Al-Qaradawi. Il y a des livres qui sont programmés ou que j'ai... professionnellement, je dois avoir quand même pas mal de livres de charia pour comprendre tout ça. Parmi les livres référencés à l'école d'imam de la Grande Mosquée de Paris, il y a la fameuse Risala, l'épître de Karaïwani, de l'école malékite, parce qu'en fait, l'islam officiel en Algérie et au Maroc, c'est le malékisme, qui est très traditionnaliste,
et qui n'a rien à envier en termes de rigorisme au wahhabisme. Et dans les livres de référence, il est expliqué que celui qui insulte Mahomet, il faut le tuer. Tiens. Oui, c'est ce qui s'est passé à Charlie Hebdo au mois de janvier. C'est dans les livres référencés par la Grande Mosquée de Paris, qui sont aussi à l'Institut du monde arabe, etc. Voilà, donc essayer de tracer une ligne, un mur étanche entre islam, islamisme, bon. La différence, c'est une différence de degré, mais pas de nature. Évidemment, il y a tout au bout de l'échelle, il y a l'État islamique qui, eux, même outrepassent des points de la charia quand, par exemple, les dernières horreurs qu'ils ont commises en tuant des enfants qui n'avaient rien demandé, etc. Bon, on ne peut pas dire que c'est l'islam traditionnel qui commande ça. Mais ceci dit, la plupart des actions de l'État islamique, comme réduire des populations en esclavage, islamiquement, c'est licite. Les captifs de guerre, ils ont un statut qui est bien prévu. À partir du moment où ils se considèrent en guerre, ils peuvent à loisir réduire des civils en esclavage. Lors de la conquête de l'Égypte par le calife Omar au 7e siècle, eh bien, il y a eu des esclaves chrétiens qui ont été déportés en Arabie. Bon, ça, on ne nous l'apprend pas trop à l'école, mais sur la conquête de l'Égypte, il y a un très bon livre de Louis Chagnon qui a été écrit, qui s'appuie sur les chroniqueurs de l'époque. Il y avait de l'écrit à l'époque, il y a des sources. Et en plus, la chance qu'on a, c'est que l'administration califale des Abbassides et des Omeyyades était assez bien organisée, pointilleuse, et il y avait une chaîne de commandement des fonctionnaires jusqu'au calife qui faisait que il y avait des ordres écrits et on a vraiment des sources, donc on sait très bien comment ça se passait. Leur âge d'or mythique des 4 premiers califes, en fait, les islamistes veulent vraiment recréer cet âge d'or. Et pour en revenir aux mères qui courtisent l'islamisme, le mieux c'est de vous énumérer les exemples, parce que c'est là où on comprend vraiment le rôle néfaste qu'ont nos politiques. Comme disait il n'y a pas longtemps, mais plutôt sur les sujets économiques, Arnaud Montebourg, qui s'est lâché sur une grande interview aux Échos, où après avoir trempé dans le marécage politicien, nous dit que les hommes politiques sont des êtres néfastes. Bon, il l'a découvert un peu tard. Mais là, bon, pour faire des exemples, à Paris, il y a l'Institut culturel. Alors là, pareil, c'est le subterfuge. On dit que c'est un institut culturel. Il y a 2 adresses. À Paris, et il y a déjà 16 millions d'euros qui ont été votés, plus 6 millions d'euros qui ont été prêtés par la mairie de Paris pour 2 énormes centres où il y a des salles de prière à l'intérieur. Et la couverture, c'est de dire qu'en fait, au sein de ces instituts culturels, il y a un espace dévolu au culte qui va être géré par une association cultuelle, donc la séparation sera bien respectée. Or, c'est faux. J'ai un ami qui a essayé d'y aller un vendredi. On lui a dit, ben non, qu'est-ce que vous faites là? C'est jour de prière. Dans l'institut islamique, donc ça s'appelle l'ICI, Institut des cultures d'islam exactement, de la mairie de Paris. Et en plus, il y a 2 adresses. Il y a une adresse, c'est plutôt pour l'Afrique noire, et l'autre plutôt pour les Maghrébins. Donc c'est complètement du communautarisme. À Strasbourg, alors là, ils n'ont pas eu de problème parce que la loi de 1905 ne s'applique pas. Et là, il y a le conseil général qui a financé directement la mosquée, la mairie, le conseil régional, qui était de droite à l'époque, je précise. Et d'ailleurs, il y a une sortie récente de François Barouin, pourtant fils de l'ancien maître du Grand Orient, qui devrait être assez à cheval sur la laïcité, qui a dit qu'il faudrait plutôt pas créer des choses en Alsace-Moselle, où il n'y a pas la loi de 1905, pour contourner la loi de 1905, justement. Là, à l'UMP, il y a de plus en plus de voix pour demander des facilités pour financer les mosquées. Il y a eu
comment il s'appelle, Benoît Paru, lui, il est très fort aussi pour faire des propositions dans ce sens-là. Nicolas Sarkozy a beau avoir un discours assez ferme sur ces questions, mais il n'en demeure pas moins que c'est le président de l'UMP, et il n'a jamais émis la moindre critique envers ses lieutenants, ses maires encartés UMP, ses députés, sénateurs, qui localement ont aidé les islamistes. Je pense à Chantal Brunel, qui était vice-présidente de l'UMP quand même, et qui, elle, avait dit elle l'a fait d'ailleurs. Dans le Parisien, elle se vantait d'utiliser sa réserve parlementaire pour financer la mosquée de Roissy-en-Brie. Alors là, le coût des réserves parlementaires, ça c'est très pratique parce qu'il n'y a aucun contrôle. Quand vous êtes député, vous avez une réserve parlementaire c'est à peu près 80 000 euros, vous en faites ce que vous voulez pour arroser les associations, etc. Et du coup, lors des municipales, il y a eu le chef des socialistes en Gironde pour essayer de concurrencer Alain Juppé. Lui, il a promis, il va le faire, 50 000 euros de sa réserve parlementaire pour la mosquée de Bordeaux. Voilà. Il avait un peu de retard sur la séduction des islamistes à Bordeaux, donc il a proposé ça, et c'est pas n'importe qui, c'est un proche de François Hollande, Vincent Feltès, qui dirige les socialistes, il est député de Gironde. Lui, il dirigeait la campagne numérique de François Hollande lors de la campagne présidentielle en 2012. Voilà. Donc on n'a pas affaire à des petits bonhommes dans leur coin qui font des bêtises. On a affaire au top niveau des partis de l'UMP et du PS qui donnent des facilités aux musulmans, aux islamistes. À Cannes, il y a un exemple assez emblématique. David Lisnard, c'est le nouveau maire de Cannes. Lui, il a terminé le travail de son prédécesseur Bernard Brochant, qui est toujours à la communauté urbaine à Cannes. Lui, il a dit clairement qu'il n'était pas du tout dans les clous de la loi de 1905. Ce qui est dingue, c'est qu'ils le disent. Il s'en cache même pas. Alors lui, ce qu'il a fait, c'est ils ont mis à disposition un terrain municipal de Cannes. Là, pour le coup, il n'y a pas de loyer, où ils sont obligés de donner 1 euro symbolique, mais c'est vraiment gratos, si je puis m'exprimer ainsi, pour un imam. En fait, à la base, c'est un mécène saoudien, et pas n'importe qui, c'est une grande fortune d'Arabie Saoudite, qui a la chaîne Iqra, qui est la plus grosse chaîne wahhabite, c'est-à-dire islamiste radicale, du monde. Et lui, pour se faire plaisir, il se construit une mosquée à Cannes. Donc heureusement qu'il y a un maire UMP qui lui donne le terrain gratuitement. Et au final, le premier imam qu'ils choisissent, c'est un imam de l'UOIF. Voilà, donc la boucle est bouclée. Et ensuite, donc l'imam n'est pas resté, mais bon, la mosquée est rutilante, il y a un dôme, elle est belle. Et donc David Lisnard, c'est la droite forte, c'est la droite populaire, bien à droite de l'UMP. Bon voilà. Encore un exemple, il y a eu à côté à Nice Christian Estrosi, qui s'est fait condamner par le tribunal administratif, et là c'est grâce aux identitaires à Nice, parce que il a utilisé un local appartenant à la ville pour le louer à un loyer dérisoire pour une association musulmane qui était proche de l'UOIF en plus. Donc il s'est fait condamner. Il voulait sa grande mosquée à Nice, mais bon, à Nice, c'est compliqué quand même. Il sait qu'il risque de perdre quelques points aux élections. Donc, du coup, il s'était rabattu sur des petites salles de prière. Mais de toute façon, il a des projets de mosquée dans les quartiers Christian Estrosi. Voilà. Donc, à Reims aussi, il y a une grande mosquée qui est approuvée par le maire UMP. À Beauvais, Madame le maire... UMP qui vient d'être élu parce que Beauvais avance. Non, c'était déjà UMP Beauvais. La grande mosquée et aussi UOIF. Parce qu'en fait, dans l'équipe de la maire de Beauvais, il y a un type qui est de l'association musulmane, et sur ses pages Facebook, il raconte qu'il va au congrès de l'UOIF, etc. Donc voilà. Le livre aurait pu être plus épais,
parce qu'il y a énormément de cas. Souvent, on me dit, mais pourquoi tu n'as pas parlé de telle ou telle ville, parce qu'il se passe la même chose. Comme je vous ai cité tout à l'heure, hein, on est sur 120 cas comme ça ces 5 dernières années. Heureusement, maintenant, ça commence à être médiatisé. Il y a Valeurs Actuelles qui a fait une couverture, qui a fait son dossier sur Pacte avec le diable. Ces maires qui, ils n'ont pas mis exactement le titre, mais bon, ils sont servis des informations du livre pour faire tout un dossier. Bon, eux, ils m'ont cité quand même, hein, ils sont honnêtes. Donc j'espère qu'avec ce travail-là, ça va conduire les maires à arrêter de donner ce type de cadeau. Parce qu'il est bien évident qu'en France, il n'y aurait, si on enlève les financements étrangers du Qatar, qui via ils ont une fondation, le Qatar, pour financer des mosquées. Ils ont financé comme ça la mosquée de Mulhouse, à Nantes, ils ont contribué à la financer, etc. S'il n'y avait pas les fonds étrangers et s'il n'y avait pas des facilités de maires pour qu'elle se fasse, eh bien il y aurait aucune grande mosquée en France. Parce qu'à la rigueur, évidemment, ils peuvent acheter des petites maisons. Souvent, en banlieue parisienne, c'est des petits pavillons ou des salles de prière, mais en aucun cas, il y aurait des minarets. Parce que les minarets poussent comme des champignons en France. Il y a beaucoup de projets en ce moment, en région parisienne, même partout. Et à chaque fois, c'est pareil. Garantie d'emprunt par la mairie, terrain municipal, etc. Voilà. Donc maintenant, je crois qu'on peut passer aux questions. J'ai fait un peu le tour global. Et puis, si vous voulez en savoir plus, procurez le livre que je vous dédicacerai avec plaisir tout à l'heure. Pour les questions, je rappelle juste un petit principe. On pose une question, on attend la réponse. On essaye de ne pas trop monopoliser la parole pour que les autres puissent poser la question. Vas-y. Tu nous as parlé des liens qu'il y avait avec l'UOIF, les frères musulmans et donc il y a certaines municipalités. Est-ce que tu sais si l'UOIF aujourd'hui, vis-à-vis des djihadistes, des cellules terroristes en France, le réseau Al-Qaïda, Daesh et tout, est-ce qu'ils sont plutôt en concurrence avec l'UOIF? Est-ce qu'ils sont complémentaires? Est-ce qu'il y a des liens qui sont un peu établis? Il n'y a pas eu de cas de gens qui sont passés par des mosquées de l'UOIF qui après sont partis combattre. En fait, en France, l'UOIF a vraiment une stratégie de respectabilisation et ils font extrêmement attention déjà au contenu de leurs prêches parce qu'ils savent qu'ils sont enregistrés, surveillés. Et le problème de l'UOIF aujourd'hui, il n'est pas tant sécuritaire. Il ne pose pas de problème sur le plan de l'ordre public, il pose un problème au niveau de leurs projets communautaristes, ultra-communautaristes. Et évidemment, bon, après, il y a toujours des risques de dérapage, parce que quand vous faites la promotion de la littérature des frères musulmans, dont les grands penseurs du XXe siècle, comme Sayed Qutb, ont enseigné le djihad offensif, et à partir de là, évidemment, il y a des gens qui peuvent passer à l'acte. Parce que la direction des frères musulmans en France, de l'UOIF en France, ce sont ce qu'on peut qualifier des intellectuels, hein, ils sont très posés et ils savent très bien qu'ils ont le temps qui joue pour eux, ils ont la démographie et le temps avec eux, ce ne sont pas des gens pressés. L'oriental n'a pas une vision du temps comme chez nous et ils savent très bien que le temps joue en leur faveur. Donc ça sert à rien ce qui se passe en Égypte et en Syrie et en Libye, où là les frères musulmans ont des brigades armées, c'est que là ils sont à la phase finale, ils peuvent vraiment avoir le pouvoir. En Libye, ils ont leur branche armée des frères musulmans, c'est Fajr, la prononciation n'est pas terrible, les Égyptiens vont me reprendre là. Eux, ils contrôlent une grande région en Libye. En Syrie, ils ont des brigades islamistes vraiment frères musulmans, quoi. Et en Égypte, bon bah là, ils sont officiellement dissous. C'est la guerre est ouverte, hein. Parce qu'il y avait des liens avec Al-Qaïda. En fait, pour répondre à ta question, les frères musulmans ont plus de liens avec Al-Qaïda que l'État islamique. Parce que Ayman al-Zawahiri était élève des frères musulmans. Il y a beaucoup de cadres d'Al-Qaïda qui sont issus de la matrice des frères musulmans. Et il y a une répartition des rôles un peu tacite, où d'ailleurs on a vu, maintenant on le sait, après la révolution égyptienne,
il y avait des coups de fil qui se passaient entre les frères musulmans et Al-Qaïda au Sinaï. Pour un moment, ils avaient fait une prise d'otage de policiers, Al-Qaïda, et c'était carrément, je crois que Mohamed Badie, un des dirigeants des frères, qui avait appelé en disant bon, maintenant vous arrêtez, voilà, ils ont leur numéro de téléphone, voilà, il y a une répartition des rôles entre ceux qui tapent dur, on va dire comme ceux qui font respecter la charia en interdisant que Charlie Hebdo blasphème. Eux, ils sont recrutés chez des gamins, chez des gens qui n'ont rien à perdre. Évidemment, ceux qui sont au-dessus et ils n'ont pas envie d'être dissous. Donc, et les frères musulmans en Égypte, c'est ça. Ils sont tout à fait contentés quoi. Par exemple, il y a eu un gouverneur. C'était le gouverneur d'une région du Nil qui était un ancien des Gamma islamiens, je crois, une faction armée qui a commis beaucoup d'attentats dans les années 80-90. Eh bien, ça n'a pas empêché les frères musulmans de nommer un de leurs dirigeants gouverneur d'une région en Égypte. Donc on voit qu'il y a des liens entre des mouvements djihadistes et les frères musulmans. Et l'État islamique a vraiment une stratégie d'hégémonie et ils n'ont pas de lien avec les frères musulmans. C'est des concurrents, on va dire. Est-ce que tu connais l'état des relations entre les différentes fédérations de mosquées? Je sais qu'il y a des frictions parfois entre des mosquées tenues par des Algériens, d'autres par des Marocains, ou parfois avec les Africains, je sais pas. Tout à fait, il y a une concurrence qui s'opère et c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de projets de mosquées parce que chaque tendance veut pousser ses pions et comme aux élections du Conseil français du culte musulman, le nombre de voix est attribué en fonction du mètre carré des mosquées, ils veulent des grandes mosquées. Donc il y a les Marocains, il y a le Rassemblement des musulmans de France, d'où était issu Mohamed Moussaoui, l'ancien président du Conseil, non mais il est toujours président du Conseil français du culte musulman, qui après a créé sa propre association, donc encore une association marocaine, et donc eux c'est que des Marocains à l'intérieur, et donc ils sont en concurrence avec les Algériens, parce que les Algériens et les Marocains s'entendent pas, hein, donc grosse concurrence. Les Turcs qui sont très communautaristes, donc les Turcs, il y a une fédération qui appartient directement, qui est pilotée par l'ambassade et par le ministère des Affaires religieuses Diyanet en Turquie. Ça s'appelle, j'ai oublié le nom, peu importe. Et il y a encore une autre association de réseau de mosquées islamistes turques. Eux, on les entend pas trop, ils font pas de bruit, mais ils ouvrent beaucoup de mosquées. Je sais plus, je crois que c'est à Villeurbanne ou Vénissieux, à chaque fois je confonds, ils ont de grandes mosquées. C'est le Mili Gorous, ouais, à Vénissieux. Et eux, ils sont très présents en Allemagne, parce que évidemment l'immigration turque est importante en Allemagne, et en France, ils sont très présents dans l'est de la France, et ils s'étendent un peu partout. Eux, ils sont vraiment dangereux. Ils ont été fondés par un ancien premier ministre islamiste, Nesmettin Erbakan, qui avait été délogé par l'armée, qui avait été exclu du pouvoir, quand l'armée était encore la garante de l'héritage kémaliste en Turquie, ce qui n'est plus le cas. Et eux, ils commencent à construire pas mal de mosquées en France. Donc, en fait, quand on parle d'islam de France, c'est une vaste fumisterie, parce que l'islam est fondamentalement exogène à la France. Et quand on parle de former des imams en France, c'est une rigolade, parce que les grandes universités islamiques sérieuses, considérées comme telles par les musulmans, elles sont à Médine, elles sont au Maroc, à l'université de Fès, là, à Karaïouine, elle s'appelle. À Constantine, il y a l'université islamique Abdelkader. En Égypte, il y a Al-Azhar. Et quand vous sortez de là, vous êtes au top au niveau de la connaissance de la charia, etc. En France, il y a l'UOIF qui a créé 2 écoles d'imams. Et il y a l'école d'imams de la mosquée de Paris. Mais c'est plus des compléments de formation, parce que ceux qui ont vraiment l'ascendant sur les fidèles, c'est ceux qui sont estampillés, qui ont les diplômes qui viennent des pays arabes. Et parler de « ah oui, on va régler le problème en créant des imams français qui vont être des bons imams républicains », bon, c'est n'importe quoi. Oui.
Allez-y. Qu'est-ce que vous pensez du conflit qu'on voit maintenant au Moyen-Orient entre chiites et sunnites? Est-ce que chez nous, on pourrait avoir la même Ce conflit est très ancien, et chez nous, non, parce qu'il n'y a pas de chiites, en fait. Il n'y a pas d'immigration iranienne. En France, il y a très peu. Il y a des Iraniens à Paris, mais généralement, les Iraniens qui sont à Paris, ils ne sont pas très croyants. C'est plutôt ceux qui suivaient le Shah d'Iran. Et il y a quelques lieux de prière chiites, mais presque pas. Numériquement, ils représentent vraiment une poussière. Donc non, il n'y a aucun risque de guerre intra-musulmane entre chiites et sunnites en France. Je voulais savoir s'il y avait eu des cas avérés de corruption, parce que tu dis qu'il y a plein de maires qui permettent, qui donnent des possibilités aux musulmans de construire des mosquées. Est-ce qu'il y a eu des cas avérés, parce qu'on s'en doute avec des pays aussi puissants et des donateurs aussi importants, est-ce qu'il y a déjà des cas qui sont sortis de maires qui ont été tout simplement achetés? Est-ce que c'est envisageable pour toi? Pas à ma connaissance. Il y a un exemple, je ne vais pas citer le nom parce que je pourrais peut-être avoir des problèmes. Je sais qu'il y a un maire qui a l'UMP, qui a donné de grandes facilités et qui a tapis rouge quand il va en Tunisie. Je crois qu'on lui a payé des villas, des choses comme ça. Mais bon, c'est pas une source directe que j'ai. C'est quelqu'un de fiable qui me l'a dit. Mais il n'y a rien de concret vraiment qui a été trouvé à ce niveau-là. Le bénéfice qu'ils ont, c'est après d'avoir la communauté qui vote pour eux. C'est essentiellement ça le bénéfice. Après, ouais, certains ont peut-être eu des cadeaux, hein, et pas que des loukoums, je pense. Mais... Est-ce qu'il y a des exemples de maires qui résistent ou qui font tout pour ne pas avoir de mosquée? Oui, parce que là, je pointe tous les collaborateurs fautifs, mais même à l'UMP, j'en ai trouvé un. À l'UMP, ouais, j'en ai trouvé un, c'est le maire de Draguignan qui était UMP, l'ex-maire. Lui, il a fait tout pour qu'il n'ait même pas une salle de prière à Draguignan. Maintenant, c'est rare. Et évidemment, les maires du Front National, ils ont été médiatisés parce qu'ils ont refusé des mosquées, comme au Pointet, comme à Mantes-la-Ville. Le maire refuse catégoriquement de donner le permis de construire. Il y a eu à Fréjus une polémique parce qu'il y avait déjà le chantier qui était commencé et le maire qui est David Racheline, au début il était un peu paumé et après ils ont repris les choses en main, je pense à la direction du front pour lui expliquer comment ça se passait pour freiner, pour arrêter la construction de la mosquée. Voilà. Donc globalement, d'ailleurs c'est ce que dit le sociologue dans l'article du Figaro, il dit tous les partis politiques utilisent ces outils pour faciliter les mosquées, c'est contournement de la loi de 1905, sauf le Front National. Il a l'honnêteté de dire que le Front National est le seul parti à pas utiliser ce genre de procédé. Parce que même au Front de gauche, les plus laïcards des laïcards, sur le papier, ils les aident aussi. Oui, allez-y. Quand vous avez sorti votre livre, est-ce que vous avez rencontré des difficultés? Est-ce que vous avez été contacté par certains Par certains, vous pensez à qui des mairies ou des gens politiques qui vous ont chatouillé un peu? Non, pas du tout, parce que chatouiller... en fait, je pense qu'ils ne veulent pas qu'on parle du livre, comme tout est sourcé, hein, il y a 300 notes de bas de page, j'avance rien qui ne soit pas prouvé, sourcé. Donc à partir de là, je prête pas le flanc à la critique. En plus, j'avais eu le fichier de tous les mails des mairies de France et on avait arrosé et j'avais pas eu de réponse. Mais bon, non, j'ai pas eu de retour dans ce sens-là. Je sais que le livre, il a été quand même assez lu aussi dans les milieux politiques, mais évidemment, ils veulent pas entendre parler de ce livre. J'ai été cité une fois par Yvan Rioufol dans le Figaro, c'est tout, et sinon cité en mal dans le Nouvel Obs, plein de canards plutôt à gauche. Mais sinon, oui, je pense qu'il a dérangé le livre. Ouais. J'ai une question. Après avoir étudié les maires, le discours qu'on entend justement dans la communauté musulmane en disant qu'on était dans une république totalement islamophobe, t'en penses quoi?
Oui, ce discours de victimaire des musulmans, il est à peine croyable. Quand on est musulman en France, on peut fonder une association. Ce qui n'est pas le cas des catholiques en Turquie. En Turquie, les catholiques ne peuvent pas créer une association, donc ils ne peuvent pas récolter des fonds, ni... Voilà, je vous ai dit comment ça se passait pour les chrétiens en Algérie, au Maroc. Certes, ils ont quelques lieux de culte, hein, mais le propre des chrétiens, c'est quand même d'évangéliser. Donc si vous interdisez aux chrétiens d'évangéliser, à partir de là, le christianisme s'éteint peu à peu, quoi. Il est étouffé comme un feu qu'on étouffe. Et donc ça, c'est vraiment le discours de Tariq Ramadan, hein, de jouer à fond sur la victimisation, alors que vraiment le traitement des musulmans en France est quand même royal. On leur interdit de mettre le niqab. Bon, c'est pas une grosse concession, hein, ils peuvent toujours porter un voile. Et ce qui les a énervés, c'est le voile islamique à l'école primaire. Enfin voilà quoi, en Égypte, un chrétien ne pouvait même pas avoir de poste dans l'administration, dans la haute fonction publique, et même dans certaines écoles. Hein, les chrétiens, je parle sous le contrôle des Égyptiens. Il y avait même des hauts fonctionnaires ne pouvaient pas être chrétiens en Égypte. Je me trompe pas, il y a encore dans les années 90. Ouais. Voilà. Donc quand Tariq Ramadan souffle sur les braises en disant vous n'aurez pas de paix, là je cite textuellement un discours Tariq Ramadan qui malheureusement n'a pas été médiatisé, une conférence qui s'est passée il y a 2-3 ans. Il a dit vous n'aurez pas la paix tant qu'il n'y aura pas de justice. En gros, les musulmans en France souffrent d'injustice. Donc, grosse menace. Vous n'aurez pas la paix tant qu'il y aura encore des injustices. Et Tariq Ramadan a fait une tournée avec l'association du Printemps des quartiers. C'était une association, un mouvement qui voulait continuer l'esprit des émeutes de 2005. Voilà. Donc, ouais, c'est de la provocation pure et simple. Juste une petite précision. Tariq Ramadan, c'est un fanatique qui cache son jeu. Oui. Un vrai fanatique. Un vrai frère musulman. Bah oui, Tariq Ramadan, sa première thèse a été refusée en Suisse à l'université. Oui. Et ils ont dû constituer un autre jury de thèse qui accepte de valider, parce qu'un brillant islamologue en Suisse avait lu la thèse de Ramadan, et en fait c'était l'apologie du mouvement des frères musulmans, hein, voilà. sa thèse, il n'y avait aucune critique. Génécan, il s'appelle, voilà. Cet islamologue, qui est vraiment un pont. Et après, il a pu avoir son titre de docteur, Tariq Ramadan, donc maintenant il se fait passer pour un universitaire et tout, parce qu'ils ont trouvé après, ils ont refait, c'était politique, quoi. Il fallait trouver un jury de thèse qui accepte de valider Tariq Ramadan, mais c'était un véritable scandale. Et une autre précision, les frères musulmans en France, c'est-à-dire l'UOIF, ils ont un discours, entre guillemets, soft, de plus en plus, oui. Mais la doctrine elle-même de Saïd Qutb et Hassan al-Banna n'a pas changé. Oui, le discours médiatique, le discours public, pour l'extérieur, a énormément changé. Ils ont mis de l'eau dans leur vin. Mais à l'intérieur, ce qu'ils enseignent dans leur école d'imam, les références, c'est toujours les mêmes. C'est Hassan al-Banna, Saïd Qutb et tous ceux qui ont théorisé. Les gens et les politiques. Quand même, le fondateur des frères musulmans avait dit donnez-moi 12 000 hommes et je vais vous conquérir le monde entier, quoi. Pour installer la charia. Voilà. C'est toujours le fondateur, ils ne vont pas changer ses écrits. Et jamais on entendra quelqu'un de l'UOIF critiquer les écrits d'Hassan al-Banna, quoi. Oui. Et moi, je suis jamais allée dans une mosquée. Donc, qu'est-ce qu'ils prêchent? J'ai entendu dire aussi après les événements en janvier en France qu'il n'y avait pas de français, on ne parlait pas de français. Et qu'est-ce qu'ils prêchent? En quoi c'est dangereux les statistiques, c'est 75% des imams sont étrangers et ne parlent même pas le français. Voilà. Donc les prêches sont écoutés plus ou moins. Mais il y a une déficience de renseignements au sein même des mosquées, donc on ne sait pas tout. Puis il y a beaucoup de salles de prière où doit y avoir des prêches radicaux, c'est évident. Les grandes mosquées qui ont pignon sur rue,
ils savent surveiller, donc ils vont pas faire des prêches incendiaires, ils dépassent pas la ligne rouge, quoi. Maintenant, il y a eu le cas de la mosquée de Lunel, qui est quand même la grande mosquée de la ville, où on transitait. À Lunel, il y a eu 20 jeunes qui sont partis en Syrie faire le djihad avec l'État islamique. Et ils venaient tous de la mosquée de Lunel, qui est vraiment radicale. Là, c'est un exemple concret. Mais, justement, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que les jeunes qui pourraient être influencés par certaines idées, s'ils ne parlent pas la langue qui est prêchée, enfin, voilà, il y a... Ils sont pas forcément, enfin, tous ne parlent pas. Oui, les jeunes. Ils sont, a priori, on peut penser qu'ils sont nés sur. Mais la plupart, ils parlent l'arabe, hein, que leur ont appris leurs parents. Mais après, ils apprennent. Oui. Tu nous as pas parlé du salafisme. Qu'est-ce que ça représente? Non, je vous ai pas parlé du salafisme parce que, en fait, eux, ils n'ont pas d'association vraiment structurée pour gérer. Pour gérer des mosquées, mais les grandes fédérations du Conseil français du culte musulman ne sont pas salafistes. Quelle vision ils ont sur le salafisme? Par exemple, l'OIF c'est concurrent. C'est assez concurrent. L'histoire des relations entre les frères musulmans et l'Arabie Saoudite, qui est la matrice du salafisme, ont été assez tumultueuses. Parce qu'à un moment donné, les Saoudiens finançaient les frères musulmans dans les années 50-60. Et il y a un épisode qui leur était resté en travers de la gorge. C'est qu'à un moment, les frères musulmans avaient critiqué la mise à disposition lors de la première guerre du Golfe en 91. L'Arabie Saoudite servait un peu de plateforme pour les Américains. Puis les frères musulmans ont critiqué ça. Il y a eu plusieurs épisodes qui ont fait qu'il y a eu des frictions. Et d'ailleurs, là, les Saoudiens financent le maréchal Sissi. Et en fait, il y a une véritable concurrence, même si sur le fond, au niveau de la charia, c'est la même, quasiment. Mais c'est une concurrence politique, on va dire. Les frères musulmans ont plus une stratégie politique. Et les salafistes, eux, ils sont moins branchés entrisme, politique. Ce sont plutôt des gens qui restent un peu en vase clos, dans leur coin. Peut-être s'il y a une dernière question, ensuite on passera à une séance où vous pouvez acheter son livre avec une dédicace. Je ne sais pas s'il y a une dernière question. Oui. Allez-y. Si on veut se projeter dans le futur, quelle projection vous voyez? Est-ce qu'il y a un retour en arrière possible? On peut être trop naïf, mais voilà. Quelles sont les évolutions possibles selon vous? Étant donné les paramètres de l'immigration et de la fréquence des constructions de mosquées, on se dirige vers une France avec de plus en plus de grandes mosquées et de plus en plus de musulmans. Voilà. J'aimerais pouvoir vous dire le contraire, mais... On ne peut pas les arrêter? La loi juridiquement... En fait, ce qu'il faudrait, c'est qu'à l'UMP, il y ait un vrai débat sur... ces affaires-là. D'ailleurs, le FN devrait être plus punchy, devrait plus dénoncer ces maires UMP pour qu'ils arrêtent de faire ça. Parce que comme je vous dis, si en 2017, c'est évident, ce sera l'UMP qui sera au pouvoir, si l'UMP continue, et ils sont dans cette voie-là, le rapport du sénateur UDI, il est associé à l'UMP, qui réaffirme la garantie des emprunts pour les mosquées. De toute façon, l'UMP va nous faire le discours, il vaut mieux des grandes mosquées que l'islam des caves, c'est toujours le même truc. Donc je vois pas l'UMP mettre un coup de frein à l'édification des mosquées. Vraiment pas, ils en prennent pas le sens, au contraire, ils favorisent plutôt. Et au niveau de l'immigration, étant donné le mécanisme... classique du regroupement familial qui est protégé par des conventions européennes, le droit du sol, l'UMP ne veut pas du tout revenir sur le droit du sol, le nombre de visas, maintenant c'est géré au niveau européen aussi, donc l'UMP en plus ne veut même pas appliquer la préférence nationale au logement, etc., etc. Donc les paramètres de l'immigration vont rester les mêmes, comme ils ont été les mêmes. Manuel Valls a légèrement augmenté le nombre de naturalisations. Il faut porter au crédit que Claude Guéant avait baissé un peu les naturalisations, mais au niveau des visas, c'est les mêmes chiffres.
les titres de séjour, c'est à peu près pareil. Et surtout le droit du sol, parce qu'il y a une forme d'immigration où des femmes arrivent enceintes, elles accouchent en France, et avec le droit du sol, c'est bon. Et comme il y a à peu près juste des visas court séjour de tourisme qui sont très facilement, qui s'obtiennent très facilement, juste pour les pays du Maghreb et la Turquie, c'est 500 000 visas de touristes qui sont donnés chaque année. Donc voilà, c'est assez inquiétant. Dernière question là-bas. Je pense que ce qu'on peut faire nous à notre niveau, c'est par exemple c'est relayer beaucoup des informations, faire pression sur les maires locales. Par exemple, relayer tout ce que Joachim peut sortir sur son site internet, sur les réseaux sociaux et tout. Et on a un bon exemple cette semaine, par exemple, sur Franck Marlin, un député UMP. Donc j'ai eu l'information comme quoi il allait inaugurer une mosquée, enfin poser la première pierre de la seconde mosquée des Tempes, et qui voulait surtout pas que ça sache. Et il y avait la présence de Dalil Boubaker, le fameux Dalil Boubaker. Et en forçant un peu la main, médiatisant un peu les choses, forçant la main pour le Front National, faire des communiqués, tout ça, il s'est avéré que ça s'est su, il s'est avéré qu'il a eu une première page dans le Parisien, et il s'est avéré que tellement il était énervé que cette semaine il a cassé une porte de la mairie par énervement. Donc ils sont quand même assez emmerdés par ce genre de sujet, je crois qu'ils ne veulent pas en parler, ils ne veulent pas que ça se sache. Donc si au niveau local ou à notre niveau on relaie beaucoup les informations, ça les dérange, ça les gêne. Ça dérange même, ça ne freine pas. Quelque part, c'est le début. C'est le début. Si, parce qu'il y en a qui doivent hésiter. Ils vont souvent gagner des voix en construisant la mosquée, mais ils vont en perdre. Que si ça se sépare, ils font ça discrètement. Il faut beaucoup relayer les informations quand ils sortent du dossier. Par exemple, Carrefour, quand ils avaient mis des livres sur la charia, des choses à relayer, les gens peuvent être choqués, ça ouvre les yeux aux gens. C'est vraiment important de faire ça. Merci. Merci d'avoir été attentifs.